Bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir conviée. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude d'épidémiologie génétique qui a été menée en étroite collaboration avec le groupe des radiations du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Donc, sur cette carte, je vous présente l'incidence des cancers de la thyroïde dans le monde actuellement. Enfin, c'est des données qui datent de 2011 de l'OMS. Donc, on voit que le cancer de la thyroïde est un cancer relativement peu fréquent, qui représente à peu près 1% de l'ensemble des cancers, dont le taux d'incidence standardisé par rapport à l'âge varie en fonction des régions du monde, entre 0,5 et 5 cas pour 100 000 personnes. C'est un cancer qui touche plus les femmes que les hommes, et chez les femmes, c'est le 5e cancer le plus fréquent. Donc, comme il a été mentionné, depuis quelques dizaines d'années, on note une augmentation de l'incidence des cancers de la thyroïde dans toutes les régions, notamment dans les pays industrialisés, qu'on peut certainement attribuer en fait à l'amélioration des techniques de diagnostic et probablement à un surdiagnostic de microcarcinomes ou de tumeurs qui auront un bon pronostic, mais également certainement aussi à des facteurs liés au style de vie ou à des facteurs environnementaux. Donc, les cancers de la thyroïde dont on parle aujourd'hui, c'est principalement des cancers différenciés de la thyroïde qui ont pour origine les cellules épithéliales qu'on appelle les cellules vésiculaires ou folliculaires, qui sont des cellules très différenciées et qui ont pour fonction la synthèse des hormones thyroïdiennes et le métabolisme de l'iode. Donc la majorité des cancers de la thyroïde en fait sont représentés par un sous-type histologique particulier, les carcinomes papillaires de la thyroïde, qui représentent 80% des cancers thyroïdiens, et 10% des cancers sont des cancers dits vésiculaires. Il existe d'autres formes mixtes ou beaucoup plus rares de cancers de la thyroïde. Donc, les facteurs de risque des cancers thyroïdiens, donc le facteur le plus établi et le plus connu, le plus important, c'est bien évidemment l'exposition au rayonnement ionisant, en particulier lorsque cette exposition a lieu durant l'enfance ou l'adolescence. Mais on connaît d'autres facteurs de risque, comme des populations qui sont carencées ou qui ont un excès d'iode dans l'alimentation. On sait également que les facteurs hormonaux chez les femmes en particulier, pourraient aussi contribuer à ce risque, ainsi que des antécédents de maladies bénignes de la thyroïde, comme des nodules, des goitres, des maladies auto-immunes. Et enfin, l'histoire familiale de cancer de la thyroïde est un facteur de risque important. On a en effet noté en France, aux États-Unis et dans d'autres régions de l'Europe des agrégations familiales dans des zones qui n'ont pas été exposées au rayonnement ionisant. En réalité, au début des années 90, il y a eu plusieurs études épidémiologiques qui ont montré justement que le cancer de la thyroïde est le cancer pour lequel le risque familial est le plus élevé. Donc, une personne qui aurait un membre de premier degré de sa famille atteint de cancer de la thyroïde dans les régions non exposées a un risque elle-même de développer un cancer de la thyroïde multiplié par 8. Donc, en comparaison, par exemple, par rapport au cancer du sein, c'est cette fois plus important. Donc, pourquoi je suis généticienne, en fait, et pourquoi on s'intéresse on s'attache à rechercher les gènes de prédisposition au cancer pour plusieurs raisons. En fait, d'une part, ça nous permet, l'étude des formes familiales nous permet d'identifier des gènes forts qui peuvent nous permettre de comprendre quels pourraient être les mécanismes biologiques qui sont impliqués dans l'étiologie des cancers, pour pouvoir identifier des biomarqueurs ou des cibles thérapeutiques. On s'attache également à comprendre dans notre équipe quelles sont les interactions qui pourraient survenir entre les facteurs de risque génétiques et non génétiques, toujours pour identifier des marqueurs et pour pouvoir proposer des programmes de prévention. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine prédictive. Donc, identifier des gènes de prédisposition permet d'affiner les risques individuels, d'améliorer le diagnostic et le pronostic des sujets atteints et de faire de la médecine de précision.
Donc, pour identifier des gènes de prédisposition, il y a deux grands types de stratégies. D'une part, les études familiales, donc on ne va pas parler ici, qui consistent à suivre au travers des générations dans une même famille la co-ségrégation de marqueurs polymorphes sur l'ensemble des régions des chromosomes, avec le trait étudié, donc ici le cancer. Donc, par ce type d'approche, on a pu mettre en évidence au CIRC et dans d'autres laboratoires certaines régions du génome qui pouvaient abriter des gènes de prédisposition associés à un risque relativement important de cancer de la thyroïde. Et puis, c'est depuis les années 2007-2010, il y a eu énormément d'études de population pangénomiques grâce à l'avènement des techniques de génotypage à haut débit et aux puces à ADN. On a pu vraiment balayer l'ensemble du génome et regarder des SNP, donc des polymorphismes nucléotidiques fréquents dans la population, et regarder si ces polymorphismes étaient associés à un risque accru de développer un cancer. Et les régions qui ont été identifiées dans les premiers GWAS menés sur le cancer de la thyroïde, ce sont deux régions au niveau des chromosomes 9 et 14, près de gènes, des gènes FOXE1 et NKX2, qui codent des facteurs de transcription exprimés spécifiquement dans les cellules thyroïdiennes. Donc pour notre étude d'épidémiologie qui a concerné la population des régions contaminées proches de la centrale de Tchernobyl, nous sommes... on disposait déjà d'un certain nombre de données épidémiologiques. Donc, entre 1986 et 2002, il y avait eu 5000 cas de cancer de la thyroïde qui avaient été diagnostiqués dans les 4 régions les plus contaminées. Comme vous voyez sur ce graphe, en fait, les 3/4 des personnes qui ont été diagnostiquées sont des sujets qui étaient âgés de moins de 15 ans en 1986. L'étude qui a été menée au CIRC avec Elisabeth Cardis et Oshrak Esminian a suivi donc l'incidence de ces cancers carcinomes papillaires de la thyroïde après 1986. Et ici, vous voyez l'évolution de l'incidence de ces cancers dans les 3 groupes. Donc ici, chez les enfants, en pointillé chez les adolescents et en gris chez les adultes. Donc en 1986, l'incidence des cancers de la thyroïde était vraiment quasiment nulle chez les enfants et on voit un pic d'incidence en 1995, donc 10 ans après l'accident. Et aujourd'hui, on est revenu au taux d'incidence qu'on avait avant 1986. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit des variations dans la latence entre le moment où les personnes sont exposées et le moment où elles sont diagnostiquées avec un cancer. Et on note des variations entre les individus en réponse à la dose de radiation reçue à la thyroïde. Donc, ce qu'il faut prendre aussi en compte dans les études épidémiologiques, c'est que c'est les données sur l'environnement dans la région. Donc, on sait que les régions d'où sont issues les populations que l'on étudie sont des régions qui sont connues comme étant carencées en iode. Et au moment de l'accident, après l'accident, les populations qui vivent dans ces régions ont été exposées à des faibles doses de manière prolongée, ainsi qu'à d'autres rayonnements ionisants qui sont à la fois ils ont été exposés à l'iode radioactif par des expositions internes et externes. Donc, comme il a été dit dans la présentation précédente, donc on parle ici de doses moyennes reçues à la thyroïde de quelques dizaines de degrés. Et chez les personnes de notre étude qui avaient reçu les plus grosses doses avaient reçu plusieurs dizaines de degrés à la thyroïde. On sait que les doses donc varient avec l'âge au moment de l'accident, le niveau de contamination du sol et la quantité de lait et d'iode dans l'alimentation, notamment dans le lait. Donc l'étude d'épidémiologie qui a été menée, qui a été publiée en 2005, s'appuie sur le suivi de 276 cas diagnostiqués entre 1992 et 1998 et 1300 témoins originaires des mêmes régions. Il y a un modèle de reconstruction des doses qui a été établi à partir d'un questionnaire épidémiologique très très détaillé sur les habitudes de vie, un questionnaire alimentaire et un interview face-to-face avec les sujets qui participent à l'étude pour pouvoir vraiment reconstruire les doses d'iode et d'autres radioéléments reçus. Donc, les résultats de cette étude qui a été publiée, c'était donc effectivement que les enfants qui
qui résidaient dans les régions carencées d'Ukraine et de Biélorussie avaient un risque accru de cancer radio-induit, et que la supplémentation en iode stable, administrée des mois et des années après l'exposition, pouvait réduire de façon significative le risque de développer un cancer chez ces sujets. Donc pour l'étude épidémiologie génétique, on s'est intéressé à un sous-groupe de cette population pour lesquels on avait des données épidémiologiques très documentées pour rechercher des gènes modificateurs du risque de carcinome papillaire de la thyroïde radio-induit et pour pouvoir essayer de comprendre s'il y avait des interactions entre la dose de rayonnement reçue et les caractères de l'hôte, donc les gènes que chacun porte. Donc on a travaillé sur un sous-groupe d'individus pour lequel on avait à la fois le questionnaire épidémiologique et un prélèvement biologique. Donc pour 83 cas et 324 témoins de l'étude, un prélèvement sanguin avait été effectué au moment de la mise en place de l'étude. Donc on a pu extraire l'ADN et étudier l'ADN constitutionnel. Donc là, je ne parle pas de l'ADN des tumeurs, mais de l'ADN constitutionnel germinal. Donc voici un descriptif de la population étudiée. Donc on a une majorité de femmes, enfin on a une majorité de femmes. On a des sujets qui étaient très jeunes, âgés de moins de 15 ans en 1986. Donc on a apparié les cas et on avait à peu près plus de 4 témoins par cas. On a fait un matching très stringent entre les cas et les témoins. Donc un appariement sur le sexe, le lieu de résidence au moment de l'accident et l'âge au moment du diagnostic. Comme on s'intéressait à des sujets très jeunes, on a été assez strict au niveau du matching. Les sujets pour les cas diagnostiqués après l'âge de 18 mois, on avait des témoins qui avaient un delta de 1 an par rapport à l'âge des cas. Pour les sujets qui avaient entre 12 et 18 mois au moment de l'accident, les témoins ont plus ou moins 6 mois d'écart. Et pour les sujets très jeunes, les bébés, on a un delta de 1 mois avec les témoins. Donc dans cette population, on a 70% des cas qui sont diagnostiqués avant l'âge de 15 ans, le sujet le plus vieux à 25 ans. On s'intéresse donc vraiment aux cancers papillaires qui ont une latence très courte. D'un point de vue histologie, ils ont été tous confirmés par un groupe d'experts ANAPAT qui ont tous confirmé donc le diagnostic de CPT. Et ce sont des tumeurs qui ressemblent beaucoup aux tumeurs sporadiques qu'on trouve dans les autres populations dans le monde, sauf qu'il y avait une majorité de tumeurs plus agressives avec un diagnostic plus sévère et des altérations somatiques particulières, puisque dans les cancers sporadiques, on trouve des réarrangements du proto-oncogène RED-PTC, mais ce n'est pas ce type de réarrangement qui est habituellement repéré. Donc pour l'étude génétique, on s'est intéressé dans un premier temps à un groupe de polymorphisme candidat qui avait déjà été associé avec un risque de cancer de la thyroïde sporadique, notamment le premier GWAS qui avait été mené sur la population islandaise qui a été effectué sur 378 cas de cancer sporadique et plus de 37 000 individus témoins islandais. On a trouvé 2 régions ont été publiées, donc la région près du gène FOXP1 sur le chromosome 9 et la région sur le chromosome 14 dont je parlais au début de la présentation. D'autres gènes SNP candidats ont été génotypés dans notre population qui avaient été rapportés dans d'autres populations européennes non exposées, et également un SNP dans le gène ATM qui avait déjà été publié dans une étude qui s'intéressait déjà aux enfants qui ont développé un cancer de la thyroïde dans la région de Tchernobyl, mais c'est un échantillon complètement indépendant de l'échantillon sur lequel on a travaillé. Et puis il y a d'autres SNP qui nous ont intéressés, c'était de bons candidats, ils avaient été associés à des variations, au niveau circulant d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Donc pour prendre en compte, dans l'analyse génétique, on a pris en compte donc la dose reçue d'iode radioactif à la thyroïde. Donc d'après les données du questionnaire épidémiologique et le modèle qui avait été construit, l'information sur la contamination dans l'environnement pour chaque zone géographique. Donc ici vous voyez la distribution des doses reçues chez les cas et chez les témoins. Donc la majorité de notre échantillon en fait avait reçu moins de 2 grés à la thyroïde, que ce soit chez les cas ou chez les témoins. Donc on s'est concentré sur ces individus-là dans l'analyse principale.
Donc les SNP qui ressortent significativement dans cette étude cas témoins, c'est un SNP dans le promoteur de la région FOXE1 qui avait été déjà associé dans un GWAS espagnol. C'est pas le SNP qui sort en général dans toutes les autres études sur le cancer de la thyroïde familial ou sporadique, mais c'est dans la même région. Et il y a des données in vitro qui avaient déjà proposé ce variant génétique comme étant un variant causal puisqu'il altère le site de fixation d'un facteur de transcription, donc, et modifie l'expression de ce gène. Il y a d'autres SNP depuis qui ont été identifiés dans la même région et qui pourraient aussi également avoir un rôle fonctionnel. Et l'autre gène, le seul autre gène qui ressort dans cette première partie de l'étude, c'est le gène ATM, notamment le SNP dans la séquence codante du gène qui aurait un effet protecteur sur le risque de cancer de la thyroïde pour les porteurs de l'allèle mineur, donc le A. Donc le gène ATM, c'est le gène qui est impliqué dans une maladie génétique récessive qu'on appelle l'ataxie-télangiectasie, qui est une maladie neurodégénérative. Et donc ces patients ont beaucoup de phénotypes altérés, et notamment un risque de cancer élevé, essentiellement des leucémies, mais aussi des tumeurs solides. Et ce sont des patients qui sont hypersensibles aux expositions aux radiations médicales. Donc je reviendrai sur le gène ATM juste après, mais juste pour finir l'analyse génétique, on a voulu savoir dans un premier temps si le modèle qu'on utilisait, si l'ajout d'une composante génétique dans le modèle pouvait permettre de mieux expliquer le risque de CPT. Et en effet, lorsque l'on rajoute, quel que soit le modèle génétique que l'on étudie, additif ou dominant, le fait d'ajouter le génotype pour le gène ATM ou pour le gène FOXE1 affine le risque, l'estimation du risque. Par contre, si on introduit dans le modèle régression logistique un facteur d'interaction entre les doses de radiation et le facteur génétique, on n'a pas d'interaction génétique significative. Donc on en conclut que les rayonnements et les SNP ont des effets joints, qu'ils agissent de façon indépendante. Donc pour en revenir au gène ATM, donc c'est le gène qui intervient dans la réparation des dommages, des cassures double brin de l'ADN, donc suite et notamment qui sont causés par les rayonnements. Donc quand il y a une cassure double brin des brins d'ADN, le complexe mRNA reconnaît ces lésions et phosphoryle le gène ATM qui va activer la voie de réparation, dans laquelle agissent notamment les gènes de prédisposition au cancer du sein, BRCA1 et BRCA2. Donc le gène ATM est impliqué dans l'AT, mais c'est aussi un gène de prédisposition au cancer, notamment au cancer du sein. Donc c'est un gène qui a des effets pléiotropiques sur plusieurs cancers, notamment des cancers hormonodépendants. Donc pour aller plus loin dans l'étude de cette voie de signalisation qui nous intéresse particulièrement dans le cancer à l'Institut Curie, on a recherché d'autres polymorphismes qui pourraient intervenir dans ces mécanismes de réparation. Donc on s'est appuyé sur l'atlas du cancer qui est publié, qui a été établi par l'équipe de biologie des systèmes d'Emmanuel Barillot à Curie, qui recense toutes les interactions connues entre les gènes qui sont impliqués dans le cancer. Et nous, on a regardé quelles sont les variations génétiques qui pourraient intervenir dans les différents systèmes de réparation. Donc pour cela, on a utilisé une puce à ADN qui était disponible lorsqu'on a commenté l'étude, qui comprenait 1421 SNP localisés dans des gènes connus du cancer, pas nécessairement le cancer de la thyroïde. Et on a sélectionné à partir de cette puce les données sur les SNP qui étaient localisés dans les 43 gènes de la réparation de l'ADN annotés selon l'atlas ACSN. Donc après les différents contrôles qualité, on a retenu pour l'analyse les données génétiques de 329 sujets pour 141 SNP. Donc les résultats de ce deuxième volet de l'étude, c'est qu'on montre des nouvelles associations avec des gènes qui n'avaient pas été rapportés avant, notamment une association avec une méthyltransférase codée par le gène MGMT, qui n'intervient pas dans la voie ATM, mais dans un autre mécanisme, dans un autre module de la réparation. Et puis également des associations moins fortes avec d'autres gènes comme XRCC5, ERCC5.
Donc pour résumer les résultats de cette étude, on ne montre pas dans les cancers de la thyroïde radio-induits de la région de Tchernobyl d'association avec le gène ou le locus sur le chromosome 14 qui est impliqué dans d'autres grandes études de population sur les cancers dits sporadiques. Par contre, on réplique dans cette population l'association avec le déterminant génétique majeur qu'on retrouve dans toutes les populations sur le chromosome 9, donc le gène qui code pour TTF2. Et on décrit une association qui avait déjà été décrite dans la population de Tchernobyl, mais pas dans d'autres populations, avec un polymorphisme dans le gène ATM. Et on identifie de nouveaux gènes, donc on est en train d'essayer d'explorer de façon plus approfondie ces voies-là. Notamment le gène qui nous semble pour le moment le plus intéressant, c'est le gène MGMT, puisque une méta-analyse sur tout cancer confondu qui a été publiée récemment a montré une méta-analyse sur des données de GWAS, donc des approches complètement agnostiques, pas du tout des approches gènes candidates, avait déjà mis en évidence le SNP qu'on a testé dans ces cancers. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans cette étude, il y avait, on n'a pas pu stratifier et regarder spécifiquement les cancers de la thyroïde parce qu'ils étaient, on n'avait pas assez de puissance, il y avait trop peu de cas. Donc il faudrait répliquer cette étude. Et puis une autre piste qui nous fait dire que MGMT est vraiment un gène intéressant pour ce type de tumeur radio-induite, c'est qu'il y a une autre étude qui a été publiée récemment qui montre une corrélation entre la méthylation du promoteur du gène, son expression et l'instabilité génomique est observée au niveau somatique dans les tissus tumoraux de la thyroïde. Donc, voilà, je voudrais remercier tous les investigateurs qui ont travaillé à cette étude, notamment mon ancien groupe du CIRC, l'équipe radiation, Austral Kesminienne en particulier et Graham Burns pour les analyses biostatistiques, ainsi que l'équipe du centre Léon Bérard et Christine Langeau pour les analyses sur les données de génotypage sur cette population.